Salut à tous. Ce que j'examine ici représente l'un des événements militaires les plus décisifs et aussi les plus révélateurs de ces dernières décennies dans la région du Golfe Persique. En l'espace de quelques jours, à peine une semaine et demie d'opération, la marine de la République islamique d'Iran a été pratiquement rayée de la carte. Pas métaphoriquement, concrètement, des navires qui avaient mis des décennies à être construits, des équipages entraînés sur plusieurs générations, des bases navales qui constituaient le cœur stratégique de la puissance maritime iranienne. Tout cela a sombré au fond du Golfe Persique et du Golfe d'Oman en quelques jours. À Washington, une scène pareille finirait vite en conférence de presse triomphale, avec beaucoup de certitudes et très peu de réponses sur l'après. Pour mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre ce qu'était cette marine, ce qu'elle représentait, et pourquoi sa destruction est à la fois plus significative et plus nuancée qu'il n'y paraît au premier regard. Je pars donc des fondamentaux. La marine iranienne, celle de la République islamique, avait pour mission première d'assurer la défense dans le Golfe Persique et le Golfe d'Oman. C'était sa zone de compétence, son théâtre d'opération naturelle, le cadre dans lequel toute sa doctrine, tout son équipement et toute sa formation avaient été pensés et développés sur plus de 40 ans. Pour accomplir cette mission, elle avait constitué une force de 18 000 hommes et une soixantaine de navires de combat. C'est pas négligeable. C'est une marine régionale sérieuse, dotée de capacités réelles et d'une expérience opérationnelle accumulée, notamment lors de nombreuses années de tension avec les marines américaines et britanniques dans le Golfe. Mais il faut immédiatement nuancer. Cette marine n'a jamais eu vocation à rivaliser avec les grandes puissances navales mondiales. Elle était dimensionnée pour autre chose. Elle était pensée pour le contrôle des eaux, pour la dissuasion régionale, pour la projection d'une menace asymétrique dans un espace géographique très défini. Comprendre cette logique est indispensable pour saisir à la fois la portée et les limites de ce qui s'est produit fin février et début mars 2026. Sur le plan des navires de surface, la flotte se composait de 7 frégates. 3 d'entre elles étaient des unités britanniques de la classe Mark 5 acquises avant la révolution islamique de 1979. Donc des navires vieillissants portant l'héritage de l'ère du Shah. Les 4 autres appartenaient à la classe Jamaran, des frégates de conception et de fabrication locale bien plus récentes qui représentaient une fierté industrielle pour Téhéran. Ces navires étaient réellement capables d'exercer une pression militaire sur les pays riverains du Golfe. Bandar Abbas, le grand port militaire iranien, n'est qu'à 4 heures de mer de Dubaï. Il faut garder cette proximité géographique à l'esprit pour saisir la dimension stratégique de la présence navale iranienne dans cette zone. Viennent ensuite les corvettes, avec 4 unités de la classe Shahid Soulaimani, des navires plus petits mais modernes, conçus pour des missions de combat rapprochées. Ces corvettes constituaient le noyau dur des forces de surface conventionnelles. La flotte de surface était encore complétée par une vingtaine de patrouilleurs et de vedettes rapides, des embarcations légères destinées au combat asymétrique, à la surveillance des côtes et à d'éventuels harcèlements des voies de navigation. Il faut également mentionner des actifs plus récents et stratégiquement importants, les porte-drones. Le Shahid Baheri, mis en service en février 2025, ainsi que le Shahid Magdavi, étaient à l'origine de grands navires marchands civils transformés en plateformes de lancement mobile pour drones. Ces systèmes représentaient l'avenir de la doctrine navale iranienne, la projection de puissances sans pilote à longue portée depuis une plateforme maritime mobile. C'était l'expression concrète d'une stratégie qui cherchait à compenser l'infériorité technologique conventionnelle par l'innovation asymétrique. Quant à la couverture aérienne embarquée, la marine iranienne n'en disposait pas. C'est une lacune structurelle majeure et j'y reviendrai. La composante sous-marine mérite elle aussi qu'on s'y s'arrête. L'Iran avait acquis dans les années 1990 auprès de la Russie 3 sous-marins d'attaque diesel électriques de la classe Kilo. Ces unités de taille intermédiaire représentaient la colonne vertébrale de la force sous-marine iranienne. Elles étaient complétées par 2 sous-marins côtiers plus petits de la classe Fates, mais c'est peu être la vingtaine de sous-marins de poche qui était la plus intéressante d'un point de vue stratégique, discret.
dotés d'une faible signature acoustique et optimisés pour les tactiques de guerre en eau peu profonde. Ces mini-sous-marins étaient conçus précisément pour les eaux du golfe Persique, peu profondes par endroits, difficiles à surveiller, idéales pour tendre des embuscades à des navires plus importants. Si je prends du recul et que j'analyse la philosophie de cette marine, le constat est clair. Il ne s'agissait pas d'une marine de haute mer, pas d'une marine de projection globale. Il n'y avait aucune ambition de déployer des groupes aéronavals dans l'Atlantique ou dans l'océan Indien. L'objectif stratégique central était le déni d'accès et le contrôle des points de passage, notamment et surtout le détroit d'Ormuz. Ce détroit est le point de passage de 20 à 30% du pétrole mondial. Le bloquer, ou simplement menacer de le bloquer, est une arme géopolitique d'une puissance considérable, une arme capable d'infliger des dommages économiques massifs à l'économie mondiale et aux pays importateurs de pétrole du Golfe en quelques heures. C'est autour de cette doctrine que toute la stratégie navale iranienne était construite depuis des décennies. Une stratégie asymétrique fondée sur la dissuasion, le harcèlement et la menace permanente, plutôt que sur une confrontation frontale qu'elle ne pouvait structurellement pas gagner face à la supériorité technologique et logistique des États-Unis. Les grandes bases navales iraniennes, le long du golfe Persique et du golfe d'Oman, Bandar Abbas au premier chef, suivi de Konarak et de Chabahar, étaient les piliers de ce dispositif. Bandar Abbas, en particulier, est le cœur névralgique de tout le système. Quartier général, hub logistique, centre de commandement, c'est là que se trouvaient les navires les plus importants, les plus lourds, les plus coûteux à remplacer. Voilà ce qu'était cette marine au début de l'année 2026. Et le 28 février 2026, l'opération Epic Fury a commencé. Les États-Unis, agissant conjointement avec Israël dans un cadre opérationnel plus large, ont lancé leur campagne de bombardement contre l'Iran. D'après les rapports disponibles, et notamment le compte-rendu du Pentagone en date du 4 mars, les frappes contre la marine iranienne ont essentiellement été menées par les forces américaines. La répartition des responsabilités était claire. Les Américains prenaient en charge les accès sud, le golfe d'Oman et le golfe Persique, tandis qu'Israël engageait les objectifs au nord. Dès les premières heures de l'opération, les frappes aériennes américaines ont ciblé avec précision les radars de défense aérienne de Bandar Abbas. C'est la première étape classique de toute campagne aérienne moderne, aveugler l'adversaire avant de le frapper. Quelques minutes à peine après la neutralisation de ces radars, une frégate iranienne à l'ancre dans le port de Bandar Konarak était touchée. Les images disponibles montrent une fumée dense et épaisse, caractéristique d'un impact en ligne de flottaison avec des ogives lourdes. Les analystes s'accordent pour y voir la marque des missiles de croisière Tomahawk tirés depuis des destroyers du groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln déployés en mer d'Arabie. En parallèle, la base navale Imam Ali de Chabahar subissait elle aussi une série de frappes de missiles rapportées par des témoins locaux. Le lendemain, 1er mars, des images satellites de la base navale de Konarak sont rendues publiques. On peut y observer distinctement la frégate Jamaran, pratiquement submergée sur le côté gauche du bassin. Dans le même temps, 2 corvettes de la classe Bayandor, l'IR Bayandor et l'IR Nagdi, ont été frappées par les forces américaines. D'autres analyses permettent d'estimer que 3 navires supplémentaires ont été coulés lors de cette phase initiale, 2 patrouilleurs et au moins un navire auxiliaire de la classe Delvar. La base navale de Jasc et les installations des gardes-côtes ont également été prises pour cible. Les images satellites révèlent de multiples zones de forte chaleur thermique dans les ports ciblés, synonyme d'incendies violents. Un autre navire majeur, l'Iris Makran, le plus grand bâtiment de la marine iranienne, un pétrolier reconverti en porte-drone mobile, était en feu à Bandar Abbas. En 2 jours de frappe, une chose était déjà évidente. L'Iran avait perdu l'essentiel de ses navires de guerre présents dans le golfe d'Oman. Le CENTCOM américain l'a d'ailleurs officialisé. Avant les frappes, l'Iran disposait de 11 navires dans le golfe d'Oman. Après 2 jours d'opération, il n'en restait plus. La question immédiate porte sur l'absence de défense aérienne iranienne et elle mérite une réponse sérieuse, au-delà de l'ironie facile.
Il y a des raisons solides de penser que le commandement iranien a délibérément redéployé la majorité de ses unités de défense aérienne pour protéger d'autres actifs, notamment son arsenal de missiles balistiques et de missiles de croisière à longue portée. En d'autres termes, les Iraniens ont fait un choix stratégique conscient. Sacrifier la marine pour protéger leur capacité offensive à distance. C'est le même raisonnement qu'aux échecs. Quand on sacrifie une pièce pour protéger une pièce plus importante. La reine ici, c'est l'arsenal de missiles. La marine était une tour sacrifiée. C'est le genre de décision complexe qu'un micro tendu à la Trump transforme souvent en slogan binaire, comme si une guerre se résumait à un bon mot et à un drapeau derrière le pupitre. Le 3 mars, les opérations reprennent avec une intensité nouvelle. Des images circulent montrant ce qui serait un F-35C de l'US Navy ciblant la corvette Shahid Shirazi de la marine des gardiens de la Révolution au large de Bandar Abbas, à proximité du détroit d'Ormuz. Cette corvette était particulièrement notable. Construite en 2022, c'était la plateforme la plus récente et la plus moderne de la flotte iranienne. Équipée d'un radar à balayage électronique rotatif et d'un système de missiles solaires SAT-2, elle représentait le summum technologique de ce que l'Iran avait pu mettre en service au cours des dernières années. Elle était supposée être capable de détecter et d'engager des avions d'attaque en approche, et pourtant, elle n'a pas réussi à intercepter les avions d'attaque américains. C'est un indicateur brutal de l'écart technologique existant, mais aussi probablement de la vitesse et de l'altitude de l'approche des appareils furtifs, rendant toute réaction défensive extrêmement difficile dans les délais disponibles. Le même jour, une corvette de classe Shahid Soulaimani est filmée par des habitants en train de brûler juste à l'extérieur du port de Bandar Abbas. C'était le catamaran lance-missile le plus avancé de la flotte de surface iranienne. 2 pertes majeures en une seule journée. Et un signal clair, même les unités les plus modernes de la marine iranienne n'étaient pas en mesure de se défendre efficacement face à une telle offensive. Un avion de patrouille maritime Fuite Poseidon de l'US Navy volait également ce jour-là à très basse altitude au-dessus de la mer d'Arabie, probablement en mission de surveillance sous-marine, cherchant à localiser d'éventuels sous-marins iraniens encore opérationnels. L'épisode le plus dramatique de toute cette campagne navale survient le 4 mars. Tôt le matin, le sous-marin d'attaque américain USS Charlotte, un submersible de la classe Los Angeles, repère à travers son périscope la frégate iranienne Iris Dena. Cette frégate avait quitté quelques jours auparavant le port indien de Visakhapatnam, où elle venait de participer aux exercices navals internationaux Milan 2026, un événement réunissant plus de 10 pays, dont les États-Unis eux-mêmes. Le navire était en route pour rentrer en Iran quand il a été pris en embuscade. L'USS Charlotte a lancé 2 torpilles Mark 48 sur lui. La première a raté sa cible, un fait assez remarquable en lui-même pour un navire se déplaçant lentement et ne cherchant pas à esquiver, dans l'ignorance totale qu'il était attaqué. La seconde a coulé le navire. L'Iris Dena a sombré à seulement 25 000 nautiques des côtes du Sri Lanka. Ce détail géographique est fondamental. Ce n'était pas dans le golfe Persique, zone de guerre déclarée. C'était dans les eaux de l'océan Indien, à proximité immédiate d'un État tiers neutre. Ce détail gêne toujours les récits trop propres, surtout ceux qui aiment annoncer une victoire totale avant même d'expliquer où commence vraiment l'escalade. Le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka a indiqué que 2 des marins à bord avaient été secourus. L'équipage de 28 membres du navire auxiliaire Iris Bush s'est rendu aux autorités sri-lankaises. Le 3e navire iranien, ayant participé aux exercices Milan, le chaland de débarquement Lavan, a été autorisé à accoster à Kochi en Inde pour des raisons techniques, évitant ainsi le même sort. Un autre élément de cet épisode mérite attention. Selon des sources de la défense rapportées par le Guardian, 2 marins australiens se trouvaient à bord de l'USS Charlotte au moment de l'attaque. Les Australiens auraient été priés de rester dans leur cabine pendant l'opération. Ce détail révèle quelque chose d'important sur la nature de la coopération militaire entre les États-Unis et leurs alliés dans cette opération. Ce n'est pas une guerre américaine solitaire. C'est une campagne menée dans un cadre d'alliance et de partenariat dont on ne voit que la surface. Le 5 mars,
la base navale de Bandar Abbas est de nouveau ciblée et des incendies s'y déclarent. Le même jour, le CENTCOM annonce la destruction du porte-drone Shahid Baheri, celui mis en service seulement un an plus tôt, en février 2025. Les images montrent une première explosion sur le pont, suivie quelques secondes plus tard d'une deuxième sur l'îlot de commandement. Une frappe chirurgicale, probablement une bombe guidée laser GBU, 56 de 2000 livres largués depuis un FA-18 Super Hornet décollé de l'USS Abraham Lincoln. Le 6 mars, Bandar Abbas est de nouveau frappé. Mais cette fois, la priorité n'est plus les navires eux-mêmes, c'est l'infrastructure portuaire environnante qui est ciblée. Les images révèlent un mode opératoire particulier. Des impacts alignés à travers les toits des bâtiments, sans destruction totale des structures. Ce schéma est caractéristique de l'emploi de bombes de petit diamètre de 250 livres, comme les GBU 3.9 ou les GBU 5.3. L'objectif n'est plus de couler des navires, mais de neutraliser durablement les capacités logistiques et de maintenance du port. Le même jour, le chantier naval de Boucher est également ciblé, avec 6 impacts majeurs visibles sur les images satellites. Selon l'analyse des trajectoires et des bases américaines dans la région, cette attaque aurait été menée par des Fkins basés en Jordanie, nécessitant un ravitaillement en vol sur le chemin du retour, Boucher se trouvant à grande distance de leur base. Le 7 mars voit une consolidation de la destruction. Le 8 mars, une corvette de la classe Shahid Soleimani est détruite à Bandar Abbas. Le 9 mars, les gardiens de la Révolution annoncent avoir abattu 2 drones MQ-9 Reaper américains au-dessus de la province de Bushehr, ce qui constitue l'une des rares répliques iraniennes documentées de toute la campagne. Le 10 mars, les Américains détruisent un sous-marin de poche à Bandar Abbas, la 4e et dernière corvette de la classe Shahid Soleimani, ainsi qu'un patrouilleur rapide de la classe Alpha Art. Lorsque des responsables iraniens évoquent publiquement la possibilité de miner le détroit d'Ormuz, les forces américaines réagissent immédiatement. Le CENTCOM annonce la destruction de 6 poseurs de mines ennemies, incluant des canots rapides et des bateaux de pêche. Une réaction qui dit beaucoup sur la doctrine américaine dans cette campagne, neutraliser toute menace potentielle avant qu'elle ne puisse se matérialiser. Même si cela signifie frapper des embarcations civiles reconverties. Quand je fais le bilan à la date du 10 mars, les chiffres sont vertigineux. L'essentiel de la marine conventionnelle iranienne a été détruit. La quasi-totalité des navires ayant été coulés à l'ancre ou au port. Le CENTCOM revendique la destruction de 46 navires. Bien que ce chiffre inclut des bateaux de pêche, des patrouilleurs légers et des embarcations semi-militaires, les grandes unités, frégates, corvettes, sous-marins de la classe Kilo, porte-drones ont été systématiquement neutralisés. Les pertes américaines ont été négligeables. Dans la version communication de crise à la Trump, ce serait le moment du mission accomplie, recyclée, avant que la réalité ne revienne demander la facture stratégique. La question de la passivité iranienne appelle elle aussi une réponse honnête, sans caricature. Le fait que ces navires soient restés pratiquement passifs, attendant d'être détruits, s'explique à mes yeux par 3 facteurs principaux. Le premier est technique. Une partie des navires n'était peut être tout simplement pas opérationnels en maintenance ou incapables de prendre la mer rapidement. C'est une réalité courante dans les marines de pays sous sanctions économiques sévères qui peinent à obtenir des pièces de rechange et à maintenir leurs équipements en état de marche permanent. Le second est tactique. Le renforcement visible de la présence militaire américaine dans la région, dans les semaines précédant les frappes, le déploiement du groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln, le repositionnement de destroyers et de sous-marins aurait dû alerter l'état-major iranien. Soit ce renforcement a été dramatiquement sous-estimé, soit la décision politique de ne pas repositionner les navires a été prise délibérément en haut lieu, dans un calcul dont nous n'avons pas encore les éléments pour pleinement comprendre. La troisième explication, la plus probable selon moi, est stratégique. Le commandement iranien
a calculé qu'il valait mieux laisser les navires sans équipage au port plutôt que de les envoyer en mer pour qu'ils soient coulés avec leurs marins à bord. C'est une décision froide, brutale, mais rationnelle d'un point de vue militaire. Elle démontre que les dirigeants iraniens se soucient réellement de leurs ressources humaines et cherchent à préserver leur capacité de combat humaine pour les phases ultérieures du conflit. La réalité est sans doute une combinaison des trois facteurs avec des proportions variables selon les bases et les unités concernées. Et c'est là que réside le nœud de l'analyse, car la destruction de la marine conventionnelle iranienne, aussi spectaculaire soit-elle sur le plan visuel et symbolique, ne signifie pas la fin de la puissance militaire iranienne. Bien au contraire. Et c'est le paradoxe central de cette situation. La marine conventionnelle n'a jamais été l'arme principale de l'Iran dans ce conflit. Ce que les États-Unis ont détruit, c'est la partie visible, identifiable, ciblable de la puissance navale iranienne. Ce qu'ils n'ont pas détruit, du moins pas encore, c'est ce qui rend l'Iran réellement dangereux. Les missiles balistiques à longue portée, les missiles de croisière, les drones Shahed en grande quantité, les centaines de petites embarcations rapides capables de saturer un espace maritime en quelques minutes, et surtout une flotte entière de petits engins d'attaque dissimulés sous terre dans des tunnels et des abris enterrés soigneusement construits au fil des années, précisément en prévision d'un scénario de ce type. Autrement dit, détruire ce qui flotte ne suffit pas quand ce qui compte le plus est enterré, dispersé ou prêt à surgir hors caméra, un détail que les mises en scène triomphales oublient volontiers. Il faut également placer ces événements dans leur contexte géopolitique plus large. Cette opération intervient dans un moment de reconfiguration profonde des équilibres régionaux. Les pays du Golfe, dont beaucoup avaient normalisé ou tenté de normaliser leurs relations avec l'Iran dans les années précédentes, se retrouvent face à une situation radicalement nouvelle. La question de la sécurité des voies maritimes et du pétrole, qui est une question globale, prend une dimension immédiate et urgente. Les acteurs régionaux, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, doivent recalibrer leur position dans un environnement qui évolue extrêmement rapidement. Sur le plan international, la question de la légitimité des frappes en dehors des zones de guerre déclarées, comme le torpillage de l'Iris Dena dans les eaux proches du Sri Lanka, va alimenter des débats juridiques et diplomatiques qui se prolongeront bien au-delà des opérations militaires elles-mêmes. Les précédents que ces opérations créent dans le droit international maritime sont significatifs et potentiellement très perturbateurs pour la stabilité des règles qui régissent les océans depuis des décennies. C'est précisément pour préserver cet arsenal que les Iraniens ont redéployé leur défense aérienne loin des côtes, sacrifiant délibérément leur marine conventionnelle. C'est pour cela que les porte-drones et les frégates n'ont pas été défendus avec acharnement. La stratégie iranienne, celle qui a été construite sur plusieurs décennies avec des investissements considérables et une patience stratégique réelle, n'est pas basée sur la supériorité navale conventionnelle. Elle est basée sur la capacité à infliger des coups asymétriques à un adversaire supérieur, sur la dissuasion par la menace de fermeture du détroit d'Ormuz, sur la capacité à frapper des infrastructures critiques et des intérêts adverses à grande distance par des vecteurs diversifiés et difficiles, à tous les intercepter simultanément. La destruction de la marine conventionnelle est donc une défaite tactique et symbolique certaine pour l'Iran. Une défaite qui aura des conséquences sur l'image régionale de la puissance iranienne et sur la capacité opérationnelle à court terme dans le domaine maritime. Elle prive l'Iran d'une capacité de présence navale, de surveillance et de projection de puissance dans sa zone d'influence naturelle. Elle offre aux États-Unis une victoire de relations publiques évidente, mais elle ne signifie pas que l'Iran est militairement vaincu ou même sérieusement handicapé dans sa capacité à poursuivre le conflit par d'autres moyens. Les caméras adorent les images de coqs en feu. Elles aiment beaucoup moins les guerres longues, confuses et impossibles à vendre en une phrase de meeting.
Elle ne signifie pas que le détroit d'Ormuz est sécurisé à long terme. Des dizaines de petites embarcations rapides restent dispersées et opérationnelles, et les mines sous-marines peuvent être posées par des moyens bien moins imposants et bien plus difficiles à détecter qu'une frégate. Le détroit d'Ormuz ne lit pas les communiqués, et encore moins les formules bravaches qu'un entourage trumpiste transforme trop vite en doctrine. Ce que j'observe ici, c'est une séquence militaire qui illustre à la fois l'écrasante supériorité technologique et logistique des États-Unis dans un environnement de combat conventionnel et les limites profondes de ce type de victoire face à un adversaire qui a structuré sa doctrine autour précisément de l'évitement de la confrontation conventionnelle. Les opérations de l'opération Epic Fury ont également démontré quelque chose d'important sur l'évolution de la guerre moderne. La capacité à frapper simultanément des cibles dispersées sur des milliers de kilomètres de côte à partir de multiples vecteurs. Missiles de croisière Tomahawk depuis des destroyers en mer d'Arabie, avions embarqués depuis un porte-avions, F-15 basés en Jordanie, drones MQ-9 et sous-marins en patrouille profonde dans l'océan Indien représentent un niveau de coordination opérationnelle et de supériorité informationnelle qui n'a tout simplement pas d'équivalent dans le monde actuel. L'Iran n'avait aucune capacité de contrer simultanément toutes ces menaces venant de toutes les directions. Mais cette supériorité dans le domaine conventionnel ne résout pas les questions fondamentales de l'après. L'Iran a perdu sa marine, mais l'Iran n'a pas perdu sa stratégie, ni sa volonté, ni ses réseaux de proxy à travers la région. Et c'est la distinction fondamentale que toute analyse sérieuse de cette situation doit tenir pour principe premier. Il faut se souvenir que les États-Unis ont certes remporté une victoire impressionnante et spectaculaire, mais ils ont remporté la bataille sur le terrain où ils étaient les plus forts, pas nécessairement sur le terrain où la guerre se jouera dans les mois et les années à venir. Remporter la séquence visuelle n'est pas remporter la suite, même si certains communicants à la Trump confondent encore stratégie durable et conférence de presse bien cadrée. La supériorité aérienne et navale américaine n'est plus à démontrer. Ce qui reste incertain, c'est la capacité à neutraliser des milliers de missiles enterrés dans des montagnes inaccessibles, à surveiller chaque barque rapide cachée dans une crique du golfe Persique et surtout à transformer une série de succès militaires tactiques en une issue politique durable et stable. L'histoire récente du Moyen-Orient nous enseigne avec une constance douloureuse que la destruction de la puissance militaire conventionnelle d'un État ne suffit pas à résoudre les équations politiques profondes qui sont à la racine des conflits. La guerre n'est pas terminée, elle entre dans une phase différente, plus diffuse, plus difficile à lire et à évaluer, où la question n'est plus de savoir qui peut couler plus de navires, mais qui peut endurer davantage, qui peut maintenir sa cohésion interne face à la pression et qui peut peser durablement sur les équilibres régionaux avec les instruments qui lui restent disponibles. Et c'est peu être là dans cette phase grise et complexe qui s'ouvre que les défis les plus difficiles et les plus déterminants commencent véritablement. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.